C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno par excellence, surtout si vous aimez le café, parce qu'il n'y a aucun rapport, mais ça s'appelle quand même une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, content toujours de vous parler. On va parler de plein de choses, de nostalgie aujourd'hui à l'émission. On va parler de nouveautés. On va faire un voyage dans le temps parce que cette semaine, Facebook célèbre la 20e année d'existence de son site original Facebook, si ce n'est pas defacebook.com même. Alors, on va ressasser nos vieux souvenirs parce qu'on est vieux, Pascal, malheureusement. Je vais t'annoncer ça, c'est un peu plate à dire, mais on est là depuis un petit bout de temps sur Facebook, donc on va en reparler. Le monde avant Facebook a existé, c'est important de le mentionner, mais le monde après Facebook est complètement transformé par ce site qui a maintenant 20 ans de toutes les façons imaginables, en fait, ça a été changé. Mais nous, notre balado, comme d'habitude, a son beat, son propre rythme, à commencer par le bonjour habituel à nos commanditaires, nos partenaires, Pascal. Ben oui, on salue et on remercie nos partenaires pour 2024. TELUS, Plan Hub, Hello Darwin, merci à vous. Nouveau commanditaire pour nos entrevues, Planet Oster, dont on va parler un peu plus tard, mais l'épisode d'une tasse de tech aujourd'hui est présenté par Hello Darwin, qui est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Vous êtes une petite, une grande, une moyenne entreprise, que cela ne tienne. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique pour les entreprises à travers le Québec et l'ensemble du Canada. Si vous avez besoin d'aide financière et qui n'en a pas besoin pour réaliser ces projets d'évolution numérique, Hello Darwin est là pour vous. Il va vous aider à trouver les partenaires et toutes les subventions auxquelles vous avez accès. C'est leur expertise. C'est une entreprise québécoise. On en est fiers qu'ils soient partenaires avec nous. Allez sur le site hellodarwin.com. Ils vont vous aider. Ce sont la référence pour tous les projets de développement numérique et technologique. hellodarwin.com. On les aime. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Est-ce qu'on s'inscrit en bourse, nous? Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? C'est très drôle. Écoute, juste une petite nouvelle pour se mettre ça en bouche. J'ai trouvé ça très drôle. Il y a le Raspberry Pi, ce petit ordinateur abordable, une cinquantaine de dollars américains, une centaine de dollars canadiens avec les accessoires et tout. Il semble que la partie business, la partie affaires de Raspberry Pi pourrait entrer en bourse bientôt, ce qui donnerait un beau levier financier. Ça pourrait doubler la valeur de la partie libre de Raspberry Pi. On sait qu'il y a beaucoup de développement de logiciels libres autour du Raspberry Pi. C'était ma petite nouvelle techno-financière. J'ai beaucoup de difficultés à avoir le Raspberry Pi 5 ces temps-ci. S'il y a des pénuries, toutes sortes de produits techno, Raspberry Pi, tout le monde se jette sur le Raspberry Pi 5 qui peut gérer beaucoup plus costaud que les autres, reste très abordable. Si ça devient libre, si ça devient en bourse. Plutôt, si la partie business entre en bourse, ça pourrait augmenter leurs moyens financiers. Et ils ont peut-être besoin d'un Hello Darwin peut-être que ça fait partie de la solution parce que développement numérique. Des fois, on goûte à la bourse et ça change bien des choses, mais pas toujours dans le sens des utilisateurs, des consommateurs. C'est ça, c'est la crainte, évidemment, que comme la mission libre de Raspberry Pi pourrait être affectée par cette tendance des entreprises en bourse à maximiser le profit. On va voir. À suivre. On va entrer dans le feu de l'action, dans le cœur du sujet, dans l'actualité de la semaine, Pascal, avec notre segment actualité qui est présenté comme à chaque semaine par InfoBref. Cette semaine, je vous parle de la balado InfoBref. N'oubliez pas, si vous avez besoin le matin de vous tenir informé, que vous voulez l'entendre plutôt que le lire, il existe la balado InfoBref qui vous résume en 5 minutes les événements importants de l'actualité. Essayez ça, cherchez ça dans votre application de balado préférée. Écoutez une tasse de tech et ensuite cherchez InfoBref. Abonnez-vous aux deux, c'est encore plus simple, ça fait plaisir à tout le monde. Il n'y a personne, c'est gratuit, il n'y a personne qui va vous chicaner si vous faites ça, parce qu'au contraire, on va même vous serrer la main si on vous croise dans la rue. Il faut nous le dire, parce qu'on n'est pas nécessairement au courant de ce que vous faites. C'est tant mieux comme ça. Quoique quelqu'un chez Facebook doit le savoir, mais ça, écoutez, c'est une autre conversation qu'on aura plus tard dans l'émission.
Ouais, ça, tu me parles, Pascal, de la fermeture d'une usine de contrefaçon d'AirPods en Chine. Il y a beaucoup d'usines qui mériteraient d'être fermées si on commence à parler de contrefaçon, mais c'est un truc qui se passe beaucoup et ça vient d'arriver en Chine cette semaine. Ouais, c'est une petite nouvelle qui est amusante. La police chinoise a détruit 69 000 faux AirPods, 45 000 AirPods qui n'étaient pas terminés, Wow. 3 lignes de production et 6 sites de revente pour des AirPods, des faux AirPods évidemment. Dans la saisie, on a aussi détruit du matériel d'emballage, des pièces pour construire ces faux AirPods-là. Ce serait une valeur d'environ 31 millions de dollars Ouh! canadiens Puis on a détruit ça quand même, c'est qu'on un a peu... détruit quand on y pense, là, comme ça. ça fait du Sauf déchet, que, ça. Mhm, quand j'ai vu le chiffre, 31 millions, c'est beaucoup, mais c'est mhm. une goutte d'eau parce que la contrefaçon coûterait à Apple des milliards de dollars par année. Et les AirPods sont particulièrement ciblés par la contrefaçon parce qu'ils sont tout petits, ils sont de grande valeur et faciles à reproduire. Ben oui. Ça ressemble à un pod, mais ça sonne pas en tout, ça n'a pas du tout les mêmes matériaux, les mêmes composantes, on peut économiser énormément. Une chose que j'ai appris, si on a un doute, si on achète un produit Apple en ligne dans un marché aux puces, n'oubliez pas que ça peut être des produits de moindre qualité, des produits dangereux, des produits qui encouragent des criminels. Quand on parle des mauvaises conditions de travail des compagnies techno, quand c'est de la contrefaçon, c'est pire, c'est encore Mhm. des moins bonnes conditions de travail. On peut vérifier le numéro de série de son produit Apple sur le site checkcoverage.apple.com. Checkcoverage.apple.com. Évidemment, si vous ne trouvez pas de numéro de série sur votre produit Apple, C'est un bon signal, oui. c'est un signe que c'est probablement une contrefaçon, malheureusement. Jetez un coup d'œil là-dessus. Si vous avez Ouais. acheté des produits Apple dans des conditions douteuses, ça peut être une façon de vous rassurer. Je veux dire ceci, la contrefaçon, il n'y a pas juste Apple qui en est victime. J'ai déjà été en visite en Chine pour un événement, puis j'avais vu des culottes Calvin Klein vendues à un prix ridicule. Donc, ouais, ça Moi, arrive dans bien des choses. j'avais vu un lecteur, c'était un petit MP3, lecteur d'MP3 à l'époque, c'était Sotni. Ben Pas voilà. Sony, Sotni. J'ai Alors, beaucoup ri, je l'ai acheté. Ça coûtait 2 quelque chose comme ça, mais il suffit évidemment d'enlever le T pour que ça devienne une copie très, très, très similaire à un exact. véritable produit. On va rester dans la veine d'Apple parce qu'on en a parlé un petit peu dans les dernières semaines. Le casque de réalité virtuelle d'Apple Vision Pro là, va être mis en marché aux États-Unis dans les prochains jours, début février. Donc, ça s'en vient très rapidement. Casque qui, je le rappelle, parce que pourquoi pas, il est vendu 3 500 $ américains. Il n'y a rien là. Justement, j'avais un lingot d'or qui traînait sur mon bureau. Alors, non, mais c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Il est vendu seulement aux États-Unis pour commencer. On parle d'une production très limitée de 60 à 80 000 exemplaires pour lancer la machine, n'est-ce pas? Et on prévoit déjà que ça va être un succès. On parle du blockbuster dans la réalité virtuelle pour Apple parce que ça va tout se vendre rapidement. C'est sûr qu'Apple peut juste s'adresser à ses propres développeurs d'applications. Ils sont certainement quelques dizaines de milliers à vouloir avoir une copie du casque, un exemplaire du casque pour développer une application pour ensuite, quand ça deviendra plus mainstream. Mais les analystes sont très, très fiers, pas très fiers, mais très confiants quant au succès de l'appareil pour deux raisons. D'abord, on devrait avoir une production très limitée, donc ça va se vendre assez rapidement. Ça va être facile de dire ah, la demande est plus forte que l'offre. On prévoit une production pour l'année, les 12 prochains mois, qui serait de 500 000 exemplaires. Donc, déjà, ça, c'est un petit peu plus grand que juste la production de base. Mais ce serait évidemment, on se comprend entre nous, là, un succès plus d'estime qu'un succès de volume dans le contexte. Sauf que la bonne nouvelle, si tant est que c'en est une, c'est qu'on pense que le succès d'estime pour la Vision Pro serait un bon signe pour le marché général des casques de réalité virtuelle. Parce que Meta, évidemment, avec ses Quest 3 et Quest Pro, Sony aussi, qui veut revenir avec le PSVR 2, Google et Samsung en ont parlé, ils ont un casque qui n'attend que le bon moment pour être mis en marché. Et tous ces gens-là attendent de voir comment la réaction va être, comment les gens vont réagir aux Vision Pro pour dire est-ce que c'est l'occasion de donner un second souffle à ce créneau-là avec nos propres produits. Parce que justement, on ne sait pas trop depuis quelques années, depuis le pic du Quest 2, ça stagne et même ça ralentit un peu le marché de la réalité virtuelle. Alors on se dit, basé sur le signal que va envoyer Apple et le Vision Pro dans ce marché-là, on pourra ensuite s'ajuster. Évidemment, du côté d'Apple, strictement, on le sait, il y a d'autres casques plus meilleurs marchés qui risquent de voir le jour dans les prochaines années, peut-être même cette année, parce qu'on
selon les rumeurs, il était question cette année ou l'année prochaine d'un Vision tout court qui serait vraiment moins cher, qui serait plus près des 1 000 $, ce qui reste quand même cher, on s'entend. Ça Mais reste bon, quand même cher. c'est 4 fois moins cher pour nous. Possible que le Vision Pro soit vendu au Canada dans les prochains mois aussi, parce que c'est toujours une possibilité. C'est pas très difficile pour Apple de juste ouvrir la Switch. Mais je regardais les chiffres de marché et en 2023, il s'est vendu pour 8 moins de casques de réalité virtuelle qu'en 2022. Donc, c'est un marché qui est relativement en déclin. Mais 8 c'est pas exactement une chute catastrophique, là. C'est un peu quand un marché est un peu essoufflé, c'est ça qui arrive. Quand on n'a pas de renouvellement du produit, c'est un peu ça qui arrive. Est-ce que ça va renverser la tendance en 2024? C'est vraiment là qu'on va le savoir. On va le savoir évidemment plus tard à la fin de l'été. Mais si c'est le cas, bien des gens vont vouloir attribuer le succès de ce renouveau, de cet intérêt renouvelé à Apple. Donc, gardez ça en note. C'est sûr qu'on va en entendre parler. Ça va être à suivre pour les amateurs du métavers, qu'on n'appellera plus métavers, par contre, comment on appelle ça, de l'informatique spatiale, Pascal? Informatique spatiale du côté d'Apple. J'ai lu une critique qui m'a fait beaucoup rire, parce que maintenant, comme il est en vente, les publications peuvent faire des critiques plus libres du Vision Pro. On disait que c'était un hommage à l'informatique fermée. Les walled gardens, l'informatique dans son écosystème. Alors, tu es pris dans Apple du début à la fin, et puis même Netflix n'a pas décidé de ne pas offrir d'application en Vision Pro. Il y a du gros jeu de coulisses là, d'ouverture d'écosystème qui se joue avec le Vision Pro. Hâte de voir ce qu'on va faire avec les téléphones Android, les nouvelles puces Snapdragon. Sont prêtes pour ça, la réalité augmentée. C'est ça, sont prêtes pour la réalité augmentée, les versions 3. Bien hâte de voir aussi. J'aime ta prochaine nouvelle, Pascal. C'est un festival, je ne sais pas c'est quoi exactement, de jeux vidéo québécois sur Twitch et sur Steam aussi, non? Il me semble qu'il y a 2 plateformes. Sur Steam aussi, c'est un combo des deux. Je ne suis pas gaming du tout, alors excusez-moi si je ne fais que mousser l'événement sans en connaître les ramifications profondes. Il y a un événement qui s'appelle Demo Nights du 1er au 3 février sur le site Twitch de l'Auto-Québec. Il y a une quinzaine de développeurs québécois, de jeux vidéo québécois qui vont faire des démos de leurs jeux en développement sur Twitch. Donc, c'est une occasion de montrer ce qu'on est en train de faire, montrer des démos le fun, montrer les défis qu'on a à relever. Il va aussi avoir une vente, c'est combiné avec une vente de jeux québécois sur Steam jusqu'au 5 février. Donc, c'est un petit peu plus long. Il y a beaucoup de rabais, là, des rabais, là, des fois des 50% de rabais. Substantiel, oui. Substantiel. Alors, c'est peut-être le temps de faire le plein de jeux québécois, de jeux vidéo québécois. Il y aurait 14 500 travailleurs de jeux vidéo au Québec, selon la Guilde de jeux vidéo au Québec. Amusez-vous. Donc, vous allez avoir de l'activité sur Twitch. Je voulais me permettre de dire que ça va peut-être combler le vide laissé par Pokémon, la streameuse maroco-canadienne la plus suivie au monde avec 9,3 millions d'abonnés. Elle a annoncé qu'elle quittait Twitch sans dire où elle allait. C'est changer de plateforme tout simplement. J'en parle parce que je ne savais pas en tout c'était qui Pokémon. Si je ne m'abuse, elle a fait une apparition express au lancement du Galaxy S24 de Samsung. Bonjour, je suis Pokémon. Là, tu as plein de monde dans la salle qui dit oh, Pokémon! On l'a vu sur Twitch. C'est très, très drôle. Je vais tout de suite chercher si c'était bien elle. Je me dis avec un nom comme ça. Et le pire, c'est que son vrai nom est très joli, mais c'est plus joli d'avoir un nom de streamer. Ah oui, mais c'est un peu exactement. Voilà. Il faut être de son temps, Pascal. Je sais. Moi, ça va être Pascal Ounet. Je pense que ça va. Pascal Ounet! Voilà. Oui, tout à fait. Pokémon était là. C'est bien ce que j'ai entrevu. Elle a quitté Twitch. Donc, écoutez, je vais dire ceci. Je pense pas que les grands studios prennent des décisions basées sur la popularité des choses sur Twitch comme un festival de jeux vidéo, mais si vous voulez, il y a des extrêmement belles créations vidéoludiques québécoises. Donc, c'est l'occasion, si vous êtes curieux, de savoir à quoi vous devriez jouer dans les prochains mois, de voir ce qui se fait ici, parce que il y a beaucoup de studios indépendants, surtout, qui sont vraiment, vraiment extrêmement ingénieux et rusés, qui nous font des jeux très le fun, mais comme ils n'ont pas la portée d'un éditeur international, des fois, on passe sous le silence. C'est pour ça qu'il faut les encourager. Bingo. On a vu passer cette semaine, Pascal, un autre de ces sondages, une autre de ces enquêtes Net Tendance là, qui appartient maintenant à l'ATM, qui est l'espèce de laboratoire des médias numériques, qui est affilié à l'Université Laval, et qui parle ce mois-ci, je pense que c'est saisonnier comme sondage, de la tendance à je ne vais pas dire la réparabilité, mais l'achat d'appareils remis à neuf.
et qui en parle de façon très positive, d'ailleurs, surtout sous l'angle des consommateurs qui sont intéressés à acheter un gadget dans les prochains mois, un téléphone, un ordinateur, et qui songent à acheter des appareils remis à neuf plutôt qu'acheter des appareils neufs. C'est une tendance qu'on ne peut qu'encourager. D'ailleurs, dans mon gadget, plus tard, je vais vous parler d'un drone que, malheureusement, dans mon premier essai, je l'ai pété et j'ai acheté une pièce et je l'ai réparé. Et ça fait que l'appareil est comme neuf. Et je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'aimer bidouiller, de bidouiller un peu. Quand on pète un appareil, on peut le remplacer rapidement sans racheter un neuf, simplement en remplaçant souvent la pièce qui est défectueuse. Et ça se fait et ça se trouve souvent les pièces de rechange sur Internet, même si ce n'est pas toujours la pièce officielle. Donc, ce que nous dit le sondage Net Tendance, c'est que 55% des adultes québécois prévoient se procurer un modèle remis à neuf plutôt qu'un appareil neuf sorti fraîchement débarqué de l'usine de montage. 77% des 18-24 ans préféraient acheter un appareil reconditionné plutôt qu'un appareil neuf. On parle probablement de téléphonie, parce que c'est plus facile de se procurer un téléphone usagé de seconde main que ce l'était il y a quelques années, mais aussi c'est plus facile ça qu'un téléviseur ou qu'un frigo. On se comprend. Et chez les gens de 25 à 34 ans, c'est 80% des gens qui préfèrent ou qui songent à acheter. Je sais que c'est un sondage, ça ne veut pas dire que les gens vont le faire activement, mais si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle parce que ça va effectivement empêcher toute cette production de déchets électroniques. Ça, c'est un gros plus. Là, on se dit, on le sait bien, tout coûte plus cher, les gens veulent sauver des sous, les gens, surtout qui ont moins d'argent, vont vouloir acheter usagé parce que forcément, ils n'ont pas les sous pour acheter un téléphone à 2000 $, parce que le S24 Ultra, il coûte quelque chose comme pas loin de 2000 $. C'est en partie vrai. 69% des répondants au sondage de Net Tendance disent... En fait, 69% des gens dont le revenu est sous les 20 000 $ et qui ont répondu au sondage disent que eux, c'est un bon moyen de se procurer un appareil électronique, c'est de miser sur un appareil remis à neuf. Mais ce n'est pas entièrement juste exclusif aux gens qui ont moins d'argent, puisque 62% des Québécois qui ont répondu au sondage et dont le revenu annuel dépasse les 100 000 $ sont aussi intéressés par des appareils remis à neuf. Donc, tout le monde a de l'intérêt dans la mesure que ces appareils-là sont de bonne qualité, évidemment. Et ce qu'on dit du côté de Net Tendance, c'est que le facteur important, le facteur clé, évidemment, c'est le prix. On veut acheter pour moins cher, quelque chose qui nous permet de faire la même chose qu'un appareil neuf. Et on n'insistera jamais assez sur l'importance de payer pas cher. Parce que souvent, on le fait et on reste toujours très critique. On dit, l'appareil, nouvel iPhone, nouveau Samsung Galaxy, nouvelle télé, nouveau bidule, sont toujours un petit peu plus chers. Au Canada, on est encore doublement victime du fait que le dollar canadien est souvent en retard sur la devise américaine, entre autres, où les prix sont fixés. Fait qu'on paye souvent beaucoup plus cher pour un appareil quand on le change par rapport à l'appareil précédent, et c'est très, très fâchant. Et mon Dieu, qu'il existe des solutions. Et celle-là, c'en est une. Aller du côté des appareils remis à neuf. Il y a des endroits, je pense même les grandes chaînes maintenant, comme Best Buy, le font. Je pense à Incertec, à Montréal, qui reconditionne des ordinateurs personnels. Il y a des chaînes de magasins qui réparent, reconditionnent et revendent des appareils téléphoniques, entre autres des tablettes, des choses comme ça. Donc, ça se trouve. Ça se trouve. Il y a même tout un volet d'Amazon, les warehouse deals, les boîtes ouvertes qui vendent aussi à moitié prix. Donc, si vous voulez payer moins cher, il y a des solutions qui existent. Oui, puis tu parles de boutiques comme ça, je voudrais mentionner Mobile Clinic. Mobile Clinic, exact. C'est ça qui répare vos appareils, qui font des appareils certifiés, qui sont très, très axés là, sur la réparabilité. Puis souvent, si votre téléphone a l'écran brisé, le bouton ne marche plus, ainsi de suite, ils vont tout simplement vous conseiller de prendre un téléphone reconditionné, qui est garanti avec les mêmes fonctions comme ça. Mobile Clinic, c'est eux qui ont réparé mon écran de... Ah oui, tu as une expérience vécue. Oui, parce qu'à un moment donné, ça cassait une fois, ça cassait deux fois. Là, j'ai fait, OK, on va faire l'appel à des pros. Ils ont été extraordinairement bons conseils pour réparer le téléphone. Fait que Mobile Clinic, si jamais vous avez besoin de téléphones qui sont reconditionnés, c'est une super belle option. Vous pouvez économiser plusieurs centaines de dollars sur un téléphone qui est tout aussi performant qu'un téléphone neuf que vous achèteriez. Ils ont un site web, je pense que c'est mobileclinic, klinik.ca de mémoire. Exactement. On va aller voir ça. Merci Pascal. On va prendre une mini-pause, le temps de faire un virevolter sur soi-même. Je veux dire ça comme ça pour le fun, pas de raison. Et on revient, on va parler de quelque chose de fun. Facebook a été fondé le 4 février 2004. Et comme le 4 février 2024, c'est là, mais c'est maintenant, on va faire un retour sur les 20 ans de réseau social qui a définitivement changé le monde. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech, édition, je ne veux pas dire édition âge d'or, mais édition quand même nostalgique un brin.
parce qu'on va parler dans les prochaines minutes, et vous pourrez nous écrire sur Facebook vos propres expériences, mais 20 ans de Facebook, Pascal, ça fait quoi? Mm. Je ne sais pas, ça dépend évidemment à l'âge que vous avez, mais toi et moi, Pascal, on a vécu l'époque pré-Facebook, je devrais dire, pré-Internet aussi. Euh, et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les choses ont beaucoup changé au fil des 35 dernières années. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Facebook qui fête ses 20 ans. Facebook qui est un site web aujourd'hui qui, à l'époque, était le nom de l'entreprise au complet, mais l'entreprise aujourd'hui, on le sait, s'appelle Meta. Et quand on parle des réseaux sociaux, généralement, les gens vont penser à Instagram et TikTok beaucoup parce que c'est peut-être les deux réseaux sociaux qui ont le plus le vent en poupe. Quoique TikTok, je lisais récemment, ça va pas si bien que ça. Il y a un certain essoufflement de cette plateforme de vidéos courtes et souvent verticales. Et Pascal, je sais que tu adores ce format. Prends-moi pas là-dessus, Alain. Format vertical, c'est mal. Et je parlais avec des gens, parce que j'ai fait un dossier dans le Devoir sur le sujet, et je parlais des gens qui sont des influenceurs, des créateurs de contenu, j'ai parlé à des sociologues, j'ai parlé à des gens qui ont rencontré l'âme sœur et qui sont encore en couple, qui ont donc utilisé Facebook pour leur vie personnelle. Et s'il y a un consensus qui est évident pour tout le monde, c'est que Facebook, effectivement, il y a un avant Facebook et il y a un après Facebook dans le monde. Peut-être pas partout sur la planète, mais je pense que dans nos quotidiens ici, au Québec, au Canada, dans la plupart des pays où Internet est un truc, les réseaux sociaux sont un gros phénomène, à la fois qu'il y a du positif et du négatif. C'est facile de trouver le négatif parce que dans les dernières années, il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Quand on se rappelle, évidemment, dans les dernières années, il y a eu une chicane entre le gouvernement, Meta et les salles de nouvelles, parce qu'on a bloqué le contenu des salles de nouvelles sur Facebook. Et c'est drôle parce que j'ai regardé les commentaires des gens qui grognent parce qu'ils ne peuvent pas partager un texte du Devoir, de la presse, de Radio-Canada sur le site du 98.5 parce que Facebook le bloque. Et la plupart des gens ont le réflexe de blâmer le gouvernement pour une raison ou pour une autre. Mais vous savez que c'est les gens à blâmer, c'est les gens qui s'occupent de Meta parce que ce sont eux qui gèrent leur réseau social et qui refusent tout simplement de se plier à une loi qui n'est pas si sévère que ça, qui demande juste d'être un peu plus responsable dans le genre de contenu qui est partagé sur la plateforme. Et on le sait, Facebook, depuis 20 ans, en fait, refuse d'être identifié comme une plateforme médiatique, justement pour ne pas avoir à se conformer aux règles de journalistique en vigueur dans les entreprises médiatiques plus classiques, mais aussi pour plein d'autres raisons. Mais ça vous dit à quel point, il y a 20 ans, on n'avait même pas cette conversation-là. Il y a 20 ans, les grands portails web existaient encore. On avait encore d'autres façons d'accéder à l'information, de partager du contenu. Mais ce qu'on avait beaucoup de misère à faire, c'est de retrouver les gens avec qui on a fini le secondaire, les gens avec qui on étudiait à l'université, les gens qu'on a croisés dans nos premiers emplois avant l'an 2000 ou peu importe. Et ça, c'était quelque chose, c'est certainement ça qui a alimenté le premier gros boost de Facebook en 2004 et 2008, peut-être 2010. À l'époque où Facebook, en passant, ne faisait pas tant d'argent que ça. Donc, c'est pas une machine à cash, je vais le dire comme ça. Et c'est probablement le moment pivot, à mon avis, pour Facebook, c'est ça, là, quand l'entreprise est rentrée en bourse, qui était plus tard, là, en 2000, je peux te dire 2012? Ouais, je le google, on va le googler parce que Écoute, c'était je un peux moment googler pivot. pour toi pendant ce temps-là. Ça a eu lieu en 2012, le 18 mai 2012. Voilà. Et Facebook, comme Google avant elle, l'entreprise, quand elle est entrée en bourse, n'était pas nécessairement profitable comme elle l'est aujourd'hui. Mais elle l'est devenue ensuite, évidemment, à partir du beacon, à partir du pixel, à partir de tous ces outils de traçage qui lui ont permis de créer une plateforme publicitaire extrêmement, extrêmement performante. On peut cibler par plein de critères démographiques extrêmement précis jusqu'au code postal. Et ça, évidemment, ça séduit bien des annonceurs et c'est ce qui a commencé le début d'une saga publicitaire qui a viré en scandale avec Cambridge Analytica, qu'on s'en rappelle en 2016, qui est sorti en 2018, mais ça a eu lieu pendant les élections américaines à ce moment-là surtout. On voyait comment il était possible d'utiliser les données de ciblage de Facebook pour blitzer les gens, des démographiques très précis pour leur faire croire des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies, donc vraiment de manipuler un peu l'information. Et là, je n'ai pas besoin de vous parler à quel point, à partir de là, on a parlé de désinformation et tout le reste. Mm-hmm. Bref, ça, c'est le parti négatif, mais il y a quand même du positif. Ça reste encore un réseau social où les gens vont, on peut aller, on peut rencontrer, on peut jaser avec notre monde. Et ça, c'est le fun. Je parlais à une prof de l'UQAM qui appelle ça, il y a un terme pour ça, cette espèce de lien de communication pas très actif et pas très profond, dans le fond. C'est la communication fatigue, c'est la communication passive pour dire, ben, t'es dans mon réseau, je sais que tu es là, donc si j'ai besoin de garder le contact existe, on peut communiquer. Et ça, c'est très rassurant parce que effectivement, c'est la base de la société, n'est-ce pas,
d'avoir ce réseau-là qui n'est pas nécessairement alimenté très activement, mais qui existe. Et ça, c'est probablement l'élément de base qui fait que Facebook a connu du succès dès le départ et qui aujourd'hui en fait encore un réseau incontournable, bien que les plus jeunes disent qu'ils n'y sont pas. On parle de 3 milliards d'utilisateurs, c'est quand même beaucoup de monde quand on, quand on y pense une seconde. Combien de vrais utilisateurs? Moi, j'ai toujours cette interrogation. Et là, ça, c'est l'autre Combien? partie de l'affaire. Il s'est créé un univers, une industrie à partir de Facebook qui a déboulé, qui a débordé évidemment dans les autres réseaux sociaux, mais toute cette notion, effectivement, il y a une industrie légitime, les créateurs de contenu, le marketing, l'influence, tout ça est devenu un truc qui est légitime. Je ne dis pas que c'est nécessairement excellent et que c'est très bon, mais ça existe et ça fait de l'argent et ça respecte quand même les normes en vigueur. Et il y a tous ces spammers, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais les gens qui utilisent, qui créent des faux comptes et qui essaient de vous bombarder de nouvelles amitiés. Je ne sais pas de toi, moi, il y a beaucoup de Françaises veuves de énorme, l'île. exactement. Oh, oui, c'est Qui veulent être mon ami, je ne les connais pas. Avec l'intelligence artificielle, je suis toujours émerveillé de voir que je le répète régulièrement, c'est impossible que ces comptes-là ne puissent pas être identifiés quand il y a des mots explicites dedans. Puis je le disais, je pense la semaine aussitôt que la semaine dernière, on reçoit plus de courriels grossiers avec des agrandisseurs de pénis. Comment ça se fait qu'on reçoit encore des invitations très grossières de jeunes filles qui arrivent de nulle part, qui viennent de France avec des vieux, écoute, ça n'a pas d'allure, et que les comptes se retrouvent avec 50 monsieur libidineux qui ont tout ça comme amis. Ça génère... Ma blonde a reçu beaucoup d'invitations de PhD, des doctorants, des professeurs, des docteurs d'Afrique, d'Europe, d'Asie, tu sais. Puis évidemment, personne ne les connaît, ils n'existent pas des vrais comptes, mais et ça, c'est vraiment une partie de la conversation. Pour anecdote, on se rappelle, parce que ça fait jaser, il a fallu qu'on développe un peu de façon ad hoc, c'est-à-dire improviser, et tout le monde un peu de son côté, une étiquette des réseaux sociaux, parce qu'au début, on faisait une photo salace, on la mettait sur Facebook, on ne se rendait pas compte que nos patrons, les gens du côté plus professionnel de notre vie, avaient accès à cette information-là parce qu'elle était publique sur Facebook et ça a fâché bien des gens qui ont peut-être perdu leur emploi parce qu'ils se sont montrés une faufoune sur une photo de party de Noël et d'un coup, pouf! Les ressources humaines n'ont pas trouvé ça super cool. Alors, ça a vraiment créé un nouveau monde où on les parents n'agit plus. Ben oui, ben voilà. Quand tu mets ton compte, à un moment donné, les parents s'intéressent à ça. Oups, t'es un adulte, t'as mis des photos de party, des photos, puis oups, tes parents découvrent tout ça. Est-ce que tu acceptes tes parents comme amis? Est-ce que tu acceptes n'importe qui? Je pense que ce qui a évolué beaucoup, et dans son compte, on peut regarder les premières publications qu'on a publiées. Je pense qu'au début, c'était pas clair ce qu'on devait faire avec Facebook. On ne savait pas, on n'était pas habitué. C'est très vrai. On peut le faire, si vous allez dans votre profil personnel sur Facebook, vous pouvez retracer les premières publications que vous avez faites pour voir comment Facebook a changé et comment Facebook probablement aussi vous a changé. Là, tu vois, mes premières photos, mes premières publications, c'est des photos. Oui. C'était pas... Parce qu'évidemment, la partie, tu sais, on travaille en communication, dans les médias, tout ça, Pascal, donc c'est un outil aussi, les réseaux sociaux, pour partager du contenu professionnel. Mais avant qu'on comprenne que Facebook et même Twitter ensuite et d'autres plateformes comme ça pouvaient servir à une communication publique, c'était un peu fourre-tout de ce qu'on faisait dans nos journées, de petites remarques anodines qu'on ferait à un ami dans le salon ou au bar ou n'importe où. Puis c'est là qu'on voit justement, à travers la publication qu'on fait dans le temps, comment on a utilisé Facebook différemment à mesure que la plateforme est devenue quelque chose de plus en plus gros, en fait. On voit aussi qu'on a vieilli. Personnellement, j'avais moins de poils blancs ici, là. Il y a 20 ans. Donc ça, c'est un signe qui ne ment pas que le temps file, n'est-ce pas? Mais effectivement, pas juste pour le fun, vous pouvez effectivement faire le tour de vos anciennes publications. Ça peut être rigolo de voir ce que vous écriviez il y a 20 ans. Ben, peut-être pas 20 ans tout à fait, parce qu'on est arrivé vraiment sur Facebook au Canada plus en 2006, 2007, 2008. Mais c'est un bel indicateur du temps qui change. Et évidemment, Facebook le fait déjà, nous ressort de temps en temps des photos du vieux stock publié il y a de quelques années de cela. Mais vous pouvez le faire vous-même, c'est toujours rigolo. Je ne sais pas, Pascal, comment tu utilisais Facebook à l'époque? Mais déjà, à l'époque, on se connaissait, hein? Tantôt, on regardait. Ben oui, c'est ça. Une des premières photos que j'ai vues, c'était dans un événement d'un lancement de téléphone LG. Je t'avais renversé du vin dessus. Je me sentais très, très mal. On était habillés chic. L'événement était chez Burks. Dans une bijouterie, ben oui, voilà, Burks. Puis j'avais ma belle chemise, tu avais ton beau veston, et sur la photo, on me voit épongé. Et c'était l'éternelle potineuse des médias sociaux, Marie-Julie Gagnon, qui avait rapporté l'événement. Elle tweetait tout ce qui bougeait autour d'elle. Oui. Je pense qu'elle a compris plus vite que nous
qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Elle ça. m'a Il volé était le beaucoup nom. plus- J'avais un blog à l'époque sur le site de Cyberpresse, une autre preuve du Mhm. temps qui passe, qui s'appelait le Technomade, si je ne me trompe pas. Et c'est Oui, rendu. oui. Elle m'a volé le nom pour son compte Twitter. Je ne sais pas si. J'imagine qu'elle est encore sur X. Alors, on la salue, Technomade, Marie-Julie, oui. salut. Et je t'envoie la facture pour Technomade. Je t'envoie la facture à toi, Pascal, pour le veston. Et Je c'est vais drôle régler parce mes que comptes. le site technomade.com, c'est un expert intégrateur de Microsoft 365 maintenant. Ah ben, Tu n'as pas acheté le nom de domaine assez vite, Marie-Julie non j'avais acheté plus. le .ca, mais je ne l'ai pas renouvelé et c'était devenu. Ça avait été parké ensuite dans un, tu sais, un truc qui voulait vous facturer, vous escroquer pour des centaines de dollars, quelque chose qui en valait 1 ou Écoute, 12, et pas là, tu me parles plus. de nostalgie. Je vais vérifier avant de le dire si j'ai bien fait. Moi, j'ai acheté, moi, le nom de domaine Texticule. Je trouve ça très, très drôle. OK. Et j'ai un autre nom de domaine que je te dirai, mais pas en ondes, mais je me Ah, trouve tellement drôle. Écoute, d'accord. j'ai acheté quelques noms de domaine farfelus comme ça Tu qui le tombent sur partageras mon sur site. Mais Facebook. texticule, je trouvais ça très drôle. Des petits textes, des Minuscules, texticules, des textes minuscules, des effectivement. textes minuscules, des petits J'ai juste textes pensé à textiles. ça. C'est juste ça qui me fait rire. Le fait que Voilà. c'était des textes Donc, minuscules. Le c'est pour reste, ça. aucune idée de quoi tu parles. Texticule.com. Allez hop, Yes. l'autre c'est ça. J'en parlais en dehors des ondes. Ceux qui m'écrivent en privé, je pourrais leur dire si jamais. Il y a toute une histoire derrière. Mettant en vedette ma sœur qui m'a surpris un soir où j'achetais des noms de domaine et m'a dit: Ah, t'as-tu acheté ce nom de domaine-là? J'ai dit Ah. non, mais je l'ai acheté pareil. J'ai dit: Ah, finalement, je l'ai acheté. C'est très drôle. Je vais te faire Donc un voilà, blitz, Pascal, pour finir nostalgie, ça. Ben oui, nostalgie. si vous voulez ça, Facebook en 6 dates. Il faut que je remercie parce que j'en parle dans le journal, mais je vais vous le dire ici parce que j'utilise ces dates. Mélanie Millette, qui est professeure en communication à l'UQAM, qui m'a fait un petit résumé de comment elle avait vu l'évolution de Facebook en 6 dates. Je vous les Hmm. partage. 2005-2006, c'est quand évidemment Facebook est devenu grand public. À l'époque, tout le monde se précipitait. Et c'est là où on a vu les photos de gens qui se publiaient une faufoune puis qui perdaient leur job. Ça a commencé un peu là. En 2007, on a commencé le ciblage publicitaire. Déjà, ça a pris 3-4 ans avant que ça devienne un truc. En 2008, on a lancé Messenger, qui est encore aujourd'hui extrêmement populaire, mais qui passe un peu sous le radar parce que ce sont des conversations privées, donc on en parle moins. Mais c'est récemment devenu chiffré de bout en bout. Donc, ça va continuer d'évoluer, cette plateforme-là, et ça reste très vital à la santé financière de Meta, à mon avis. C'est un outil qui est utilisé aussi pour rajeunir la moyenne d'âge des gens qui sont sur Facebook parce que le compte Messenger passe par le compte Facebook. Donc, ça, c'est un truc. En 2016, il y a eu le scandale Cambridge Analytica qui nous a fait réaliser que c'était aussi un outil politique, Facebook. J'arrête ça là parce que là, on parlait dans les groupes et le complotisme et comment tout ça est devenu un truc. D'ailleurs, on l'a vu, ce phénomène-là, comment ça a alimenté les fausses nouvelles et tout le kit à partir de 2020 avec la crise de COVID, où il y a beaucoup de groupes, de groupuscules de gens qui se partageaient de l'information sur comment l'eau de Javel permettait de guérir des affaires de même. Il y avait comme vraiment des affaires Ah, extrêmement farfelues. Et c'est pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. On s'en est rendu compte encore plus là. Il y a des gens qui pensent que oui. Et c'est pas parce que vous googlez quelque chose et qu'un site web vous le renvoie comme vous l'avez écrit que c'est nécessairement validé non plus. Ça, c'est important. Mais ça a commencé ou ça a été mis au jour de façon très apparente sur Facebook. En fait, ça a rendu tout ce qui se publiait sur 4chan à la blague sur Reddit plus ou moins sérieusement. Ça a rendu ça accessible à des gens qui n'auraient peut-être jamais dû consulter ces sites-là. Et ben, écoute, la 6e et dernière année de 2023, l'année dernière, avec le projet de loi C-18 au Canada, on en parle entre nous, bah, on peut plus lire vraiment les nouvelles des sites d'information sur Facebook au Canada, puis ça a l'air de rien, mais vous savez qu'au niveau macro, il y a une game qui se joue, je vais le dire comme ça, parce que la Californie, l'Europe, tout le monde sont en file d'attente pour régler le dossier eux aussi et regarder ce qui se passait au Canada pour savoir s'ils allaient reproduire le même modèle. Et là, tout le monde se demande est-ce que ça vaut la peine de scraper cette partie-là de l'univers médiatique pour imposer une rétribution à Facebook et à Meta. Donc, c'est pas fini ce dossier-là, même si nous, on a peut-être été un petit peu plus loin dans cette histoire-là. En Australie, ça s'est réglé différemment, mais c'est à suivre. Donc, c'est un autre moment pivot pour Facebook. Et de toute façon, elle est rendu dans les Reels et dans les espèces d'imitations de TikTok tellement profondément qu'ils s'en vont ailleurs avec leur plateforme. Alors voilà. C'est un pour bon rester condensé, d'actualité. n'est-ce pas? Voilà. Alors, bonne fête Facebook, pour le meilleur et pour le pire. Nous, on prend une pause et on revient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech. On est rendu au 3e segment, le segment des essais de gadgets. On a des beaux gadgets. En fait, Pascal, tu as bidouillé ton propre gadget. Mais avant, je vais juste, et parce qu'on parle de bidouillage, vous rappeler que nous avons comme partenaire ce début 2024 l'hébergeur Planet Hoster.
Hoster avec un H, planethoster.com. Allez voir ça, c'est un hébergeur québécois, donc ils sont établis ici au Québec. Ils permettent donc d'avoir un site web, d'avoir de l'espace de stockage web, du cloud même, des applications de courriel, entre autres, et tout ça, de façon très sécurisée, très simple et très abordable. Donc, 3 gros éléments, mais en plus, avec une petite saveur locale. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont ici pour vous répondre en français dans la langue de votre choix, mais avec l'accent de la maison, ce qui est toujours excellent. J'en ai parlé la semaine dernière parce que je suis en train de migrer les données de mon propre site vers leur serveur pour justement faire un peu le test de quand on est un nouveau client. J'ai été un petit peu occupé cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même eu le plaisir de deux choses. De voir que très rapidement, dans les premiers jours, et c'est ensuite, c'est ma faute si ça traîne, mais dans les premiers jours, ils ont rapidement mis en place, parce qu'on bon, on s'inscrit pour le type de compte qu'on veut avec un forfait, puis ainsi de suite, et les choses sont mises en place instantanément. Donc, j'aurais pu, dans la demi-heure, tout migrer, ça aurait été réglé. Donc, ça, j'ai apprécié ça. Et ce que j'apprécie aussi, c'est un deuxième facteur, et c'est un facteur, c'est probablement extrêmement personnel, mais des fois, on commence une transaction sur un site, et là, on s'inscrit sans le savoir à 36 infolettres basées sur ce qu'on vient de faire. Et là, il vous rappelle qu'il te reste un élément dans ton panier, que, hey, oublie pas, voici quoi faire, voici ce qu'on a aussi à vous proposer, voici comment vous pourriez acheter d'autres choses. Et là, on reçoit pendant une semaine ou deux une trentaine de courriels auxquels on veut se désabonner et c'est compliqué. Pas de ça avec Planet Hoster. Ils sont très respectueux de leurs clients et ça, j'apprécie beaucoup. Et ça vient pas d'eux, c'est moi qui l'ai constaté et je vous le dis parce que c'est souvent un élément qui est un irritant. On a l'impression que c'est obligatoire maintenant sur les sites web, les infolettes, de recevoir de l'information promotionnelle. Mais on est déjà un client. Donc, la logique, c'est ça crée ma patience. Je vous connais, je suis déjà là. Et ça, là-dessus, je donne 2 morceaux de robot à Planet Hoster parce ils ont fait attention à ça, je pense. Et ça donne un résultat où je suis très heureux de migrer tranquillement mes affaires et j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Ils font aussi une analyse de site. Si jamais vous demandez est-ce que j'ai besoin d'un nouvel hébergeur, ils vont faire l'analyse pour vous de votre site actuel avant que vous migriez. Avant que vous migriez. C'est pas un mot facile à conjuguer au subjonctif. Avant de migrer, ça se dit mieux. Et ils vont vous donner des résultats. Ils vont vous dire ben, voici comment vous pourriez avoir une meilleure expérience avec vos propres installations sur leur site. Donc, allez voir ça, planethoster.com. J'ai beaucoup de positifs à dire à leur sujet. Et j'ai aussi une tasse Planet Hoster. Je ne l'ai pas sur moi ici parce que dans la vaisselle, mais c'est un plus, une J'ai tasse. vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que tu me partages ta boîte de swag. D'ailleurs, demande-leur donc de l'envoyer directement. Moi aussi, il faudrait que je migre mon site. Ça pourrait être une bonne expérience aussi. C'est un bon point. Parle-nous de ton expérience de bidouillage, parce que c'est pas rien. Tu as revécu ce que tous les jeunes bidouilleurs veulent faire une fois dans leur vie, c'est monter un super PC. Et là, tu es là-dedans, là. Ben, écoute, c'est très drôle parce que ça a été toute une aventure. C'est Intel qui m'a proposé d'essayer leur nouveau processeur de 14e génération. Ils m'ont envoyé le processeur Core i7 14600K de 3.4 GHz. Je me suis dit, à partir de ça, est-ce que je peux assembler un nouveau PC? Je vous le dis tout de suite, je vous gâche le punch, je ne l'ai pas assemblé moi-même. Je n'avais pas beaucoup de temps cette semaine-là. Je voulais m'assurer que ce soit bien fait et je suis très content d'avoir demandé à CIPC, pour ne pas les nommer, une petite boutique sur Rosemont, de faire l'assemblage pour moi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines composantes de l'assemblage qui étaient défectueuses. Quelque chose qui aurait été pour moi, oui, je le dis donc, tout de suite. sorti de la boîte, là, il n'y a rien que tu as cassé. En sortant de la boîte, j'avais la carte mère, il y avait un défaut dans la carte mère et les cartes mémoire. C'est des détails techniques, ça arrive des fois, là, c'est des malchances, c'est pas que le produit est mauvais en soi, c'est juste que c'est un produit de toute nouvelle génération, toute nouvelle carte mère. J'en parle dans quelques secondes, mais la carte mère avait la carte Wi-Fi 7, qui était une des grosses caractéristiques d'utiliser le Wi-Fi 7, qui était grillé, qui n'était pas connecté, qui était défectueuse, fait que ça a été un petit remplacement. Écoute, j'ai eu un autre pépin nono, je reçois le boîtier, un boîtier silencieux, Shadowbase 800 FX de Be Quiet. Il y a un pied qui est brisé. Pendant le transport, il y a eu un choc tellement violent qu'une des pattes du boîtier s'est brisée. Fait que c'est très, très drôle quand tu reçois tes composantes comme ça. C'est toutes sortes de surprises. Tu as été malchanceux un peu quand même. J'étais malchanceux et encore pire que ça, j'avais des super bonnes mémoires vives. Puisqu'on parle des pépins en premier, les mémoires vives causaient des problèmes de mémoire. C'était pas encore compatible avec la carte mère. Il faut mettre les bons pilotes et tout. Fait que heureusement, CIPC a pris le temps et avait l'expertise pour trouver les petits pépins que j'ai eus pendant
pendant l'assemblage que j'aurais eu si j'avve fait l'assemblage. Tu aurais Très poussé content. quelques gros mots là, si tu avais le faire toi-même. Là. Et c'est ça, puis tu sais, de bien faire ça, un assemblage de PC, là, c'est plus comme avant. Avant, tu avais un disque dur, tu branchais une carte mère, puis c'était simple. Maintenant, tu as des connecteurs, des éclairages, tu veux brancher au bon endroit pour optimiser la performance. Tu as toutes sortes de connecteurs avec toutes sortes de voltages. C'est Puis drôle parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit plug and play en 2024, les doigts dans le nez, là, pratiquement. C'est ça, et pourtant, je pense pas que c'est ça. Il y a des gens qui vont m'écrire, là, moi j'ai assemblé un PC il y a 20 ans, c'était facile, emmène-moi ça, mais s'assurer que tu tires le maximum quand tu vas avoir des pièces de haute performance, tu veux peut-être demander à quelqu'un de t'aider. C'est mon conseil. J'aurais pu le faire, c'est sûr, mais ça m'aurait demandé beaucoup d'essais-erreurs. J'aurais pesté parce que j'aurais pas trouvé tout de suite, j'aurais pas identifié aussi rapidement le problème de carte mère, le problème de mémoire et le problème de boîtier. Eux, ils ont fait les remplacements et toutes les options pour moi. Fait que le super PC que j'ai mon super processeur Intel Core i7 14700K. Pourquoi le i7 et pas le i9? Ben, parce que je fais pas de gaming. Fait que moi, je fais de la bureautique avancée. C'est une puce assez extraordinaire qui est compatible avec la mémoire vive DDR5 plus rapide, la connectique PCIe 4.0 et 5.0, donc le transfert des données est beaucoup plus rapide avec ces périphériques. Il y a des belles nouvelles fonctions de virtualisation avancée. Je me suis installé ça avec Windows 11 Pro pour créer des machines virtuelles. Des fois, tu veux faire des tests, essayer des logiciels, aller sur des sites pas propres. Tu peux te créer une machine virtuelle, travailler dessus et travailler plus efficacement parce que la puce peut gérer plusieurs systèmes d'exploitation en même temps. Et j'ai trouvé ça complètement fou parce que les capacités graphiques intégrées dans le processeur auraient probablement été suffisantes pour que je n'utilise pas de carte graphique. Évidemment, je ne fais pas de gaming avancé. Je ne fais pas du gros traitement vidéo et tout, mais j'ai considéré ne pas utiliser de carte graphique, une économie quand même importante parce que le processeur était suffisamment puissant. J'ai 32 GB de mémoire vive, DDR5 évidemment. Ça va vraiment bien. Amplement de stockage rapide, des disques PCIe 4.0, pas des 5.0 encore, des NVMe, là, des petites cartes. Écoute, j'ai encore dans la tête que des disques durs, c'est des boîtes avec des disques qui tournent dedans. Non, mais la mémoire flash est arrivée, je sais ça. Oui. Et là, maintenant, les disques NVMe, là, c'est tout petit, c'est une petite barrette qu'on glisse, puis ça remplace un disque dur complet. Ouais, Vraiment ça, génial. Fou, ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. J'ai mentionné le Shadowbase 800 FX de Be Quiet, le boîtier. Sérieusement, une machine qui fait du bruit, je trouve que c'est horrible quand tu fais des appels téléphoniques, tu travailles à la maison, tu fais être tranquille. Je n'entends pas de tornade. Au démarrage, c'est très drôle, ça fait comme le système se démarre. Oui, il se nettoie, là. Il y a quand même une petite bouffée d'air frais pour enlever la poussière. Oui, c'est ça. Puis après ça, écoute, le son tombe, j'entends un souffle. C'est ridicule le peu de bruit que ça fait, même quand je le fais travailler un petit peu plus fort. C'est un refroidissement liquide. Ça, c'est quelque chose qui est très cool. Un radiateur dans ton PC, ben oui. Un radiateur avec du liquide dedans dans mon PC. Puis là, il y a bien de gens, là, évidemment, sur la vieille école. Ouais, mais là, il faut que tu mettes ton liquide, il faut que tu fasses attention. Non, c'est un kit scellé. Ça arrive scellé, il y a une bonne garantie dessus. Tu as plein de couleurs là-dessus. Tu peux configurer ça de la couleur que tu veux. Refroidissement liquide va permettre une meilleure dissipation de la chaleur. Pour dire, mon processeur tourne autour de 34 degrés. Ça peut aller jusqu'à beaucoup plus que ça, puis il dépasse rarement 40 degrés. Et je répète, mon système est extrêmement silencieux. Super carte mère, et ça, c'est l'affaire complètement démentielle. Regardez les specs si vous voulez, amusez-vous. On m'a envoyé une carte mère ROG Maximus Z790 Dark Hero d'Asus. C'est la Cadillac des cartes graphiques en ce moment. C'est la colonne vertébrale de son système. Et moi, personnellement, qui veux un système qui va me durer longtemps, avec lequel je vais pouvoir avancer sans avoir à tout remplacer, la carte mère, c'est la colonne vertébrale sur laquelle on branche les différentes composantes. Je pense que c'est important d'avoir une très bonne carte mère si on veut le faire évoluer son PC dans le temps. Il y a des cartes mères beaucoup moins chères qui existent, presque aussi performantes, mais le ROG Maximus Z790 Dark Hero d'Asus est compatible Wi-Fi 7 6 GHz,
très, très cool parce que j'ai un routeur, je vais en Oui. parler bientôt, le routeur Wi-Fi 7. C'est peut-être le morceau le plus important à acheter avec l'optique d'être future-proof, hein, d'être prêt parce qu'effectivement, Wi-Fi 7, ça s'en vient, mais il y a plein d'autres trucs. Et souvent, une carte mère moins bonne va avoir N'aura pas le des, Wi-Fi des 7, une compatibilités belle passées. Ouais. caractéristique à chercher. Écoute, le transfert de données est incroyable. Aucune perte de vitesse sans fil entre le maximum que mon fournisseur me donne et mon PC. 1 gigabit full pin incroyable. Il y a 2 ports Thunderbolt 4, donc on peut brancher des périphériques directement. Certains moniteurs USB-C, on n'a même pas besoin de les alimenter. Un seul port USB-C va alimenter le moniteur et transmettre l'image. Vraiment fantastique. Pour ça, il faut des câbles spécifiques. Ça, c'est un truc un peu délicat. Tu branches, ça ne marche pas. Le Thunderbolt 4, oui, Ça prend absolument. un Puis c'est des câbles qui ont une câble certaine longueur. On ne peut pas être trop long non plus. Donc, faites exactement. attention, n'est-ce Fait que pas? ça, il faut faire attention. On peut être déçu si on n'a pas les bons câbles. On branche, ça ne marche pas comme on veut. C'est peut-être le câble. Ça supporte jusqu'à 5 disques M2. Fait qu'on peut avoir beaucoup de stockage très, très rapide directement branché là-dessus. Il y a une application, comme il y a beaucoup de composantes, il y a une application qui s'appelle Armory Crate qui simplifie la mise à jour des pilotes. Donc, ça s'assure que toutes les composantes de son système seront mises à jour facilement, y compris, ça gère aussi toutes les DEL de la carte mère. Il y a beaucoup de petites lumières après le refroidissement, après la carte mère. Écoute, il y a même un petit téléviseur dans la carte mère. Il y a un petit écran qui permet d'afficher. Oui, ces gadgets, là, tu peux y faire afficher des images psychédéliques et tout, mais ça peut aussi indiquer les specs de ta machine. Ça peut indiquer la température du processeur, la puissance, le surcadençage, et ainsi de suite, plein d'options comme ça. L'écran, je trouve ça fascinant. Je peux regarder mon PC, j'ai une espèce de petit téléviseur au milieu qui m'affiche les specs. Et il y a des thermomètres qui mesurent la température des mémoires vives. Donc, si jamais ça surchauffe, on va baisser la vitesse des mémoires pour évidemment là, tirer le maximum. Et comme c'est une carte mère de haute performance, une des caractéristiques qui n'est pas dans les cartes peut-être moins coûteuses, c'est des options pour simplifier le surcadençage. Tu as un bouton, puis je n'ai pas encore osé l'utiliser, mais qui a un bouton qui est du AI overclocking. Il va pousser notre système au maximum, il va voir ce qu'il est capable de faire et il va trouver des réglages optimaux pour tirer le maximum du processeur. Intel promet vraiment des grandes choses avec cette technologie-là, effectivement. Et ça voilà. Ça permet de surcadencer sans avoir à se casser la tête, parce que ça peut être compliqué vite de faire ça soi-même. Ben oui, c'est ça, parce que si tu montes la puissance, il faut que tu augmentes le voltage. S'il y a trop de voltage, ça crée des débalancements. Avec le processeur Intel, c'est un combo assez de rêve pour tout ça. Avant d'assembler son ordinateur vous-même, conseil, je l'ai mentionné un peu. La facture monte très vite. Il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'assembler son PC soi-même, il y a des grosses économies à faire. C'était vrai dans les années 80, c'était vrai dans les années 2000. Au début 2000, on pouvait économiser encore beaucoup. Aujourd'hui, non, pas vraiment. Tu peux acheter une machine qui n'est peut-être pas parfaitement à ton goût, mais tu as tout qui est intégré. Ils ont des économies d'échelle, tout est balancé, tout est beaucoup plus simple à utiliser. Encore une fois, trouver toutes les composantes, les pilotes, installer les périphériques, tester tout ça, brancher dans les bonnes prises, ce n'est plus simple comme avant. Il n'y a plus juste un connecteur, il y a 4, 5, 6, 7, 8 connecteurs. Si on veut tirer le maximum de ce qu'on achète, spécialement si on achète des pièces haut de gamme, ça peut être complexe. Je vous suggère fortement de faire appel à une petite boutique qui est spécialisée dans l'assemblage des PC. Si vous avez envie, ils vont vous guider, ils vont vous trouver des options, ils vont regarder vos besoins et ça peut être une discussion qui va vous faire économiser une fortune et tirer le meilleur de ce que vous allez mettre comme composante. C'est ça qui est, je pense, c'est bien d'établir un budget à l'avance et puis de magasiner les pièces avant de tout acheter ou même d'acheter pièce à pièce. Faites le total et imaginez que ça va coûter un petit peu plus cher aussi parce que tu as raison. L'assemblage, on peut cette année, vouloir le confier à quelqu'un d'autre ou avoir de la mauvaise composante ou ça finit toujours par coûter un peu plus cher que ce qu'on pensait. Oui. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir avec mon nouveau PC, très silencieux, très performant. Merci à Intel, merci à Asus, merci à Be Quiet qui m'ont procuré les composantes. Puis malgré toutes les composantes que j'ai eues gratuitement, n'oubliez pas que ça m'a coûté quand même assez cher pour les petits morceaux qui manquent. Il y a toujours un disque dur, une carte mémoire, un truc à racheter. Merci beaucoup. Je suis plein de gratitude envers l'univers. Est-ce que ça vaut la peine quand même, Pascal, de se monter sa propre machine? Est-ce que c'est une grande fierté.
Ouais. Ben oui, je pense que oui, parce que si, écoute, je ne l'ai pas assemblé moi-même, j'ai pas cette fierté-là du bricoleur qui a réussi à assembler son truc, mais j'ai la fierté d'avoir un PC qui convient beaucoup à mes besoins. Le fait qu'il soit silencieux, le fait que la carte mère me permette d'aller plus loin, de tester des composants de haut de gamme. Souvent, en tant que chroniqueur techno, on nous envoie des appareils, des moniteurs Thunderbolt 4. Moi, j'ai entre autres un hub, un concentrateur Thunderbolt 4. J'avais pas un ordinateur Thunderbolt 4. J'ai pu le brancher dans mon PC. Paf, tout fonctionne. J'ai plus de ports accessibles parce que j'ai cet accessoire Thunderbolt 4. Fait que tout est plus facile. Tout facilite ma vie de chroniqueur techno grâce à ce PC assemblé. Voilà, ça fait bien le tour. Merci, Pascal. Si. J'en ai parlé un petit peu avant Noël de mon côté du gadget, dont je parle plus en détail naturellement cette semaine parce que c'était un coup de cœur de fin d'année, mais j'ai eu le temps de jouer avec parce que j'avais pas eu le temps en fait, d'aller à fond dans ce que je voulais faire avec. Et je parle d'un drone qui, dans ce cas-ci, est le Mini 4 Pro de la marque DJI, qui est quand même en anglais DJI. DJI. Je vous laisse prononcer ça comme vous voulez, mais bref, marque évidemment qui est une marque de référence dans les drones pour les gens qui sont des créateurs de contenu relativement professionnels. Il y a la gamme Mavic, entre autres Mavic Pro, qui est très populaire chez les gens qui font ça pour la télé, le cinéma même, des choses comme ça. J'ai essayé ce Mini 4 Pro-là basé sur une question que je me posais à moi-même depuis un bout de temps. C'est quoi un bon drone pas cher? Parce que je voyais passer sur la magie des internets, n'est-ce pas? Ces publicités choc pour Ah, ce drone à 100 vaut au moins 10 fois son prix, et ainsi de suite. Et là, Yup. mais non. Yup. Les drones, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Les petits drones cheapettes que vous dites Ah, je les lance dans les airs et il fait tout seul et c'est magique et tout ça. Ils sont peut-être pas aussi bons que ça, effectivement. Donc, j'ai commencé à chercher, je suis allé à gauche, à droite, j'ai vu des marques plus ou moins connues et je suis arrivé à l'époque au Mini 3 Pro qui était sur sa fin de vie. Et là, DJI a lancé juste avant Noël cette version-là, le Mini 4 Pro, qui est une mise à niveau du 3 et qui, étonnamment, coûte moins cher. Parce que je regardais sur le site de DJI tantôt pour faire ma petite fiche technique et vous pouvez avoir un 3 Pro avec le kit Creator qui vient avec des batteries de secours et des trucs comme ça, un contrôleur poussé, puis ainsi de suite, pour à peu près 100 de plus que ce que offre le 4 Pro. Donc, je vous laisse figurer. Et pourtant, la fiche technique du 4 Pro est vraiment, à mon avis, supérieure pour plein de raisons. Entre autres, la caméra est améliorée. On parle de vidéo 4K avec HDR, le fameux protocole ou standard, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais qui gère les contrastes dans l'image pour la rendre plus nette. Donc, vidéo 4K à 60 images par seconde en partant. Donc, une belle image, bien fluide, bien nette. Je ne dirais pas extrêmement coloré, là, ça dépend, il y a de la retouche à faire après si vous cherchez des trucs spectaculaires avec des contrastes de coucher de soleil, puis ainsi de suite. On parle d'une durée de vol d'un peu plus que 30 minutes dans les meilleures conditions, parce que s'il vente ou s'il fait froid, parce que je voulais l'essayer, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tardé à en parler, je voulais l'essayer pendant une tempête de neige l'hiver, voir, pas une grosse tempête, là, mais juste des flocons qui tombent pour rendre ça bucolique. Et ça m'a donné un peu moins d'autonomie. Le vent est un gros facteur, j'en parlerai tout à l'heure. L'appareil est certifié, il y a une certification qui existe pour ça. On peut l'utiliser, le faire voler au-dessus des foules, là où c'est permis. Oh. Et ça, c'est un truc parce qu'on peut vouloir, en fait, filmer pour le fun des concerts d'un ami, le match de soccer d'un enfant, des choses comme ça. Et il faut faire attention parce qu'il y a des règles et il y a effectivement des certifications. Et celui-là permet de le faire. C'est-à-dire que lui, il va voler et il surveille en dessous de lui pour être sûr qu'il ne frappera pas d'obstacles, dont des gens, ce qui serait quand même plus que gênant. Il y a un kit qui vient, Creator, un kit créateur, qui est peut-être celui que je recommanderais, même si vous n'êtes pas nécessairement un créateur de contenu, mais si vous voulez un drone pour les vacances, que vous savez que vous allez l'utiliser 3-4 fois par année au moins pendant quelques années, ça comprend 2 batteries de spare et une espèce de boîtier de chargement où on peut charger toutes les batteries en même temps, qui offre une autonomie prolongée puis qui dépanne beaucoup aussi parce que n'y a rien de plus fâchant que d'arriver de filmer un truc puis de dire « Waouh, j'ai jamais filmé une aussi belle situation que ça » et là, paf, plus de batterie. Donc, de pouvoir au moins avoir une batterie de secours, c'est un plus. Vous pouvez probablement aussi, plus simplement, acheter juste une batterie de secours en accessoire après et sauver des sous. Mais le kit en question est 1 250 plutôt que 1 059 Et en plus, il vient avec ce qui est, ça c'est certainement incontournable, le contrôleur Wow. plus avancé de DJI qui comprend un écran sur lequel on peut voir la vidéo tirée du drone en temps réel. C'est drôle, c'est comme si on avait mis un téléphone Android
imbriqué dans le contrôleur parce que c'est de la plateforme Android. Ce sont des applications qu'on trouve sur le Play Store qu'on installe dessus pour gérer ces images ensuite. C'est l'application DJI Air, je pense que c'est son nom, qui est l'outil de pilotage qui est installé aussi. Et ça permet de le contrôler. Je veux dire ceci parce que DJI promet 20 km de portée entre le drone et son contrôleur. Et sérieusement, je pense pas m'être rendu à 1 km ici avant d'avoir perdu le contact. Je sais pas, il va falloir que je fasse des essais plus poussés. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'interférences où j'étais, je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de plus frustrant que de voir son drone partir à des kilomètres et de perdre le contact. Ça va être un petit peu stressant. Je dis ça comme ça. Il doit y avoir un mode qui le ramène automatiquement en cas de perte de signal, qui le ramène où il a été Mais voilà, lancé. il existe effectivement parce qu'il est doté d'un GPS assez précis. L'appareil a un GPS, donc peut revenir à son point de départ parce qu'on peut enregistrer le point de décollage et d'atterrissage pour qu'il revienne automatiquement se stationner tout seul. Il atterrit tout seul aussi, ça c'est assez pratique. Mais il y a des imprécisions. Il y a un moment donné où je l'ai essayé ici dans le Mont-Saint-Bruno, sur la rive sud de Montréal, et il y a des plafonds qui sont permis, donc l'appareil sait à quelle hauteur il peut ou ne peut pas aller. Et ça, c'est un gros plus. Et dans certains parcs, c'est permis, dans certains parcs, c'est pas permis. Et tout ça, il le contient. Il y a une base de données où toute l'information existe. On peut tricher et faire des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire si personne nous pogne. Genre, si on n'a pas le permis, mais en tout cas, et ça, je le recommande évidemment pas. Mais si on suit les directives, il y a quand même pas mal d'endroits où on peut s'amuser avec un drone. Mais des fois, il perd un peu la carte. Il y a un cas où il a atterri vraiment dans le milieu du bois alors que je l'attendais à l'extérieur du parc. Et j'ai eu une mauvaise surprise de ce côté-là. Et c'est un... En tout cas, la chose qui est le fun, c'est qu'on a l'appareil, on a la vidéo de la caméra de l'appareil sur son contrôleur, quand on a le bon contrôleur, en direct, de façon assez fiable sur un rayon de 1 kilomètre au moins. Je ne peux pas dire que ça va jusqu'à 20 km dans mon cas, ça ne s'est pas avéré. Mais bon, DJI dit plus que ça, donc allez savoir. C'est l'appareil qui vient avec un mode, le Mini 4 Pro a quelque chose que les appareils plus professionnels n'ont pas. Il y a un mode auto-follow qui a un nom, c'est une marque là, chez DJI, c'est genre Follow Track ou un de même, qui vous suit. On peut gérer la distance à laquelle on veut que le drone suive son sujet. Sur l'écran du contrôleur, on fait juste taper sur le visage ou sur un objet qui est déjà entouré en jaune et on le verrouille et il suit le sujet. Soit une distance préétablie, mais on peut aussi programmer des petites routines du genre passer de l'arrière à l'avant du sujet, faire un 360 autour, des choses comme ça. Quand on est nous-mêmes le sujet, c'est un peu stressant des fois parce qu'il y a un décalage entre le moment où nous on bouge et le drone nous suit. Et quand il se rapproche, bon, je sais pas, on espère qu'il va s'arrêter avant de nous foncer dedans. Donc, c'est toujours un petit... Il faut s'habituer, il faut vraiment se familiariser avec ce genre d'expérience-là. Mais si vous dites, ah, moi, je rêve de me faire filmer avec un drone qui me suit en descente de vélo de montagne, par exemple, ben, il faut vous mettre vos contrôleurs dans vos poches parce qu'il faut les programmer d'avance, mais on ne peut pas tout arranger d'avance. Et il ne le fait pas nécessairement automatiquement. En revanche, il suit plutôt bien, mais il est aussi un peu distrait. Je parlais de l'hiver, je l'ai essayé dans un moment donné où il neigeait, pas si fort, mais un petit peu, et je faisais simplement me promener avec, avec ma pelle parce que je faisais juste déneiger les entrées. Et à un moment donné, il s'est mis à se fasciner avec un flocon qui était complètement ailleurs. Et là, il a suivi un flocon, mais c'était peut-être même pas le même flocon, mais il est parti vraiment loin dans la rue, alors que je regardais ailleurs, donc j'avais perdu le fil. Et là, tout d'un coup, je me retourne et je ne l'entendais plus. Oh. Alors, j'étais un petit peu inquiet. J'ai sorti le contrôleur, j'ai retrouvé où il était, je lui ai demandé de revenir, mais il peut être distrait comme ça. Et ça, c'est un peu embêtant quand on est dans un endroit où on ne peut pas le revoir, où on perd le champ de vision parce qu'il est au bord d'un arbre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un mode qui est intéressant, mais qui n'est pas parfait. Cela dit, c'est un mode qui vient aussi avec une certaine connaissance de son environnement. Le drone est conçu avec des capteurs dans toutes les directions pour repérer les obstacles. Il nous avertit sur le contrôleur de façon sonore de la proximité de certains obstacles. Puis il fait bip, bip, bip. Et il y a comme, un peu comme dans une voiture, là, on voit comme des marqueurs jaune, orange, rouge selon la proximité de l'obstacle, puis ainsi de suite. Qui est correcte dans la plupart des cas, mais qui n'est pas parfaite. Un des premiers essais que j'ai fait, c'était dans une espèce de petite clairière avec des arbres autour, et j'ai essayé le mode d'auto-follow, de pistage automatique. Et en reculant, il s'est pris une hélice dans une branche qui était quand même assez grosse. Et évidemment, la branche a gagné cet épique duel, et le drone a juste arrêté de fonctionner, donc a chuté sur peut-être 6 mètres, tombé dans le gazon. Je me suis dit, bah, du gazon, il n'y a rien là.
mais le petit connecteur sur le bras qui soutenait une des hélices a cassé. Donc, j'ai vraiment cassé le drone à mon premier essai. Et là, tu vois, j'ai poussé un gros mot parce que j'étais pas content. Ah, Et ça me mène à un autre point que j'ai bien apprécié, c'est que je suis allé ensuite sur Internet, la magie des Internet, et j'ai retrouvé la pièce de rechange pour 10 $ et 2 jours après, je la recevais et j'ai réparé mon drone moi-même. Ça a pris 10 minutes. Les gens de wow. DJI ne le savent pas. Je vais leur redonner un drone qui va être comme neuf, mais qui aura une pièce réparée et probablement plus solide parce que je l'ai bien fixé. Donc, oui, c'est réparable. Donc, ça, c'est le gros truc. Parce qu'effectivement, tout le monde sait qu'un drone, ça peut s'accrocher quelque part, c'est relativement fragile. Et DJI fournit déjà sur son site un paquet de pièces de rechange. Quand on achète le drone, ça vient avec des hélices de secours, certains morceaux de rechange, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un gros plus. Mais on peut aussi il y a des sites spécialisés qui revendent des pièces qui ne sont pas nécessairement celles d'origine, mais qui sont des fabricants des pièces d'origine. Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance. Et on peut, pour 15 $, 20 quelques dollars, réparer son propre drone. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a mis un peu en confiance par rapport à ces gadgets-là, parce que justement, payer 1000$ pour un drone puis le casser dans la première semaine, ça rend pas de bonne humeur, je vais vous dire ça comme ça. Oh non. Ça, c'est un truc. Et évidemment, c'est un drone qui est aussi dans les airs, donc il est très sensible au vent. Donc, les chances qu'il ne réagisse pas comme on le souhaiterait devant un obstacle sont assez grandes et qu'il se brise sont quand même bien élevées aussi. Donc, pouvoir le réparer, c'est pas mauvais. Je l'ai dit, il est sensible au vent. Je le répète, c'est un gros détail. Je l'ai mis comme un de mes éléments qui m'apparaissent comme un petit peu irritant. DJI dit qu'ils ont amélioré l'algorithme qui lui permet d'avoir une certaine stabilité même dans le vent, mais c'est pas le plus gros. Il fait 200 quelques grammes. Il n'est pas très lourd, il n'est pas très gros. Les Mavic, qui sont plus pros, sont plus gros, plus costauds, tiennent mieux dans les airs. Mais ils coûtent beaucoup plus cher, donc c'est Mais évidemment c'est pas ça. nécessairement. Plus ils sont gros, plus ils Ouais. vont être stables dans des conditions venteuses. L'avantage d'avoir un petit drone, c'est que tu peux le faire voler dans des conditions plus grandes. Tu peux le faire survoler des zones où il y a des gens, des choses comme ça, sans trop de danger. Tu Mhm. n'as pas besoin de certification non plus avec un petit drone, mais c'est sûr qu'au niveau des performances, dès qu'il y a un peu de vent, ça va être plus difficile de le garder stable. Mais je me permets de Voilà. dire, la dernière fois que j'ai testé un drone, de voir à quel point c'était devenu stable. Les drones de qualité, c'est un DJI. Mhm. Écoute, tu le décolles, il va tenir en place. Même s'il y a un petit peu de vent, il va rester là, vraiment très, très Oui. stable. Ah oui, Ce qui ben, n'était c'est une pas le cas il amélioration y a sur ce que j'ai quelques années. essayé dans le passé, ça, il n'y a aucun doute. Je vais dire ceci aussi, je l'ai essayé dans un sentier boisé, mais quand même assez dégagé, à une hauteur correcte, et il s'est vraiment bien débrouillé pour faire un suivi. Lui est en marche arrière, dans un sentier, dans le bois, donc c'est quand même assez efficace. Et tu parles de stabilité, bon, le drone est assez stable, mais l'image produite, elle, est extrêmement stable. Vous savez, cette espèce de Ouais. qu'on le voit dans la télé beaucoup, là, quand un producteur, un réalisateur utilise un drone, on le voit, c'est quelque chose qu'aucune caméra peut reproduire, mais ça, avec un drone comme celui-là, on peut soi-même à la maison produire des images de cette qualité-là. Super stable, bien faite, tout ça. Des images qu'on stocke sur une carte micro SD, c'est important. On peut les stocker sur le contrôleur, mais anyway, il faut le transférer à un moment donné. Donc, une carte micro SD est un accessoire indispensable et une carte qui s'enregistre extrêmement rapidement. Une carte SD, c'est comme tout le reste. Il y a comme 36 versions et il y a les versions qui enregistrent des données plus vite que d'autres. Donc ça coûte un autre quelques centaines de dollars de plus à considérer. Et dans l'ensemble, vu le prix, c'est ça le problème, c'est que ça reste quand même assez cher pour un bon drone. Pour avoir un petit Oui. gadget, un petit jouet, il y en a un que j'ai essayé il y a quelques mois, j'en ai pas parlé parce qu'il était pas bon, il marchait pas. Donc ça m'a pris du temps à trouver cet appareil-là. Et là, ce que je me rends compte, c'est qu'un bon drone, même pour les consommateurs, pas professionnels, ça reste un produit aspirationnel parce qu'il faut l'utiliser souvent pour rentrer dans son argent. Et juste pour les 2 semaines de vacances, un été à la plage, c'est peut-être pas mal cher pour rien. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un drone? Si oui, DJI, le Mini 4 Pro, c'en est un que je recommanderais sans problème. Mais si vous n'en avez pas besoin ou si vous êtes comme, je ne suis pas sûr, pensez-y avant parce que c'est un gros achat. Il n'y a aucun doute. Et il faut évidemment, comme bien des choses, apprendre à le maîtriser pour en faire un produit qui devient intéressant parce que les premières vidéos que vous allez faire, c'est sûr qu'elles vont être mauvaises, mais éventuellement, vous pourriez faire quelque chose de bien. Voilà, donc le Ah, DJI Mini 4 Pro, un ouais, produit ça fait rêver. aspirationnel. Et c'est drôle parce que je voyais que j'ai parlé pour des boîtes Yeti pour ranger ces choses. Oui, Si vous avez un drone, ça peut être une bonne chose d'avoir une espèce de coffre à outils. Un pour ranger le drone, deux pour ranger les accessoires et ranger les pièces de rechange. ben, le kit Euh, créateur, je ne l'ai pas dit, mais il vient avec voilà. un petit étui, une petite trousse souple qui est juste assez grosse, plus assez petite. Il se transporte comme un sac de jumelles. Si vous avez des grosses jumelles, vous partez en rando. Des fois, c'est exactement le même format.
Et là, pop, vous popez le drone et c'est parti. Donc, c'est oui. Mais effectivement, une petite boîte, une petite trousse de voyage pour éviter de le casser parce que ça peut arriver quand on s'en sert même pas qu'on le casse. Et c'est encore plus fâcheux, définitivement. Ici, Voilà. est-ce qu'on dit merci à nos partenaires? Oui, monsieur, parce que c'est déjà fini pour nous. Merci, M. McKenna. Plan Hub, TELUS, Planète Oster, Hello Darwin, allez les visiter, les partenaires québécois. On en est très, très fiers. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde entier. Claude Hébert à la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet, merci beaucoup. PascalForgette.com, vous pouvez me suivre, écrivez-moi, envoyez-moi des bêtises, suivez-moi sur Facebook, les réseaux sociaux. Alain McKenna, on peut suivre dans Le Devoir et un peu partout aussi, y compris dans InfoBref. Bref, protégez-vous aussi. Et tu l'as dit, Le Devoir. Envoyez pas de bêtises à Pascal. Il est gentil. Il ne mérite pas ça. Mais écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires. On est toujours heureux d'entendre parler des gens qui nous écoutent. Parce que oui, vous êtes nombreux à nous écouter. Et on est très heureux de vous communiquer. Nous, on va prendre malgré tout une courte, pas une courte pause, une pause parce que c'est la fin du show. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!